Aujourd'hui, on va parler de créer une sales machine. Ouais. Donc, on a parlé de la growth machine dans un précédent épisode, Ouais. qui est vraiment pour faire en sorte que ta boîte grossisse, que tes métriques grossissent, que tes usages grossissent en général. Cette fois-ci, on va parler de sales, donc de vente pure et dure. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de rentrer un peu dans la méthode de la sales machine en elle-même, donc de comment arriver à créer un gros système qui te génère beaucoup de revenus à partir des leads que tu génères, etc. C'est quoi pour toi faire des sales dans une boîte et à quel moment c'est pertinent, à quel moment ça l'est pas? Alors, à quel moment c'est pertinent, à quel moment ça l'est pas? Je pense que c'est toujours pertinent de faire des sales. Ça, ce truc de c'est pas le bon moment pour vendre, je pense que c'est une très mauvaise pratique. Les Américains ont cette blague là du always be closing, ABC. Tout est toujours une occasion de vendre et qu'on soit prêt ou qu'on soit pas prêt, il faut toujours mettre les gens en action parce que c'est tellement dur de vendre qu'il faut pas perdre la moindre opportunité. Donc vraiment, dans une bonne boîte, les sales, ça doit faire partie de la culture, ça doit faire partie des réflexes et ça doit faire véritablement partie de l'envie du CEO. Énormément de gens en France pensent que vendre, ils sont pas forts, c'est pas leur rôle, etc. Alors que c'est vraiment une fonction universelle quand on est entrepreneur. Entrepreneur, ça veut dire vendeur. Être un entrepreneur et pas savoir vendre, c'est juste, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas être un entrepreneur. On ne peut pas dissocier la vente de l'entrepreneuriat. Peu importe l'étape. Peu importe l'étape. Surtout le plus tôt possible. B2B, B2C? B2B, B2C. Parce que au début, quand tu n'as rien de prêt, il faut d'abord vendre la vision, il faut vendre l'envie, il faut vendre l'enthousiasme, il faut vendre à son entourage, il faut vendre à ses associés, il faut vendre à son cofondateur. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas dans un processus de vente. Alors, effectivement, le truc marrant, c'est qu'en fait, les gens ils disent « j'aime pas vendre » et ils passent leur temps à vendre. C'est parce qu'en France, on aime bien définir les choses par des fonctions tellement précises que si on n'a pas une mallette, on ne s'appelle pas Jean-Claude et on n'a pas une cravate, on n'est pas un vendeur, quoi. Et les gens disent « bah non, mais c'est pas de la vente, c'est du bizdev, c'est pas de la vente. » Je sais pas quoi. Non, à la fin, c'est de la vente. On est toujours dans des actes de vente quand on est entrepreneur. Ok, donc cette vente, l'idée donc dans Anyone Can Scale, on n'est pas là pour parler des débuts et de parler à tes cofondateurs ou à ton entourage, on est là pour, tu as déjà fait des ventes un peu à la main. Comment on structure ça? Comment on fait pour aller plus loin dans tout ça? Et donc la base de tout business qui se respecte et qui est un peu solide, c'est le funnel de sales, c'est le funnel de vente. Donc un tunnel de conversion entre des leads générés, des clients closés et comment on avance. Donc l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être de vraiment détailler comment on fait pour bâtir un funnel de sales. Exactement. Et ensuite comment on fait pour l'optimiser et toujours être en constante itération pour que ça close de plus en plus. Alors disons quelque chose de très important pour démarrer. Une erreur que tout le monde fait, que tu as fait, que j'ai fait, que tout le monde fait, c'est de ne pas comprendre que le plus tôt possible, la vente doit être un processus autonome de toutes les autres fonctions de l'entreprise. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire classique? L'histoire classique, tu démarres ta boîte, tu te mets à vendre ton produit. À un moment, tu as un coup de stress, donc tu t'y mets vraiment. Donc tu fais ta sales machine, tu fais tes leads, ta conversion, machin. Tu closes des gens. Et puis là, ces gens-là, il va falloir maintenant les livrer. Et donc, tu arrêtes de vendre. Et tu te dis, je vais les rendre heureux et la vente d'après sera encore plus simple. Et la vente d'après, elle est encore plus dure. Pourquoi? Parce que c'est comme quand tu fais du sport et que tu fais du sport pour la première fois, c'est dur. Tu fais du sport, c'est de plus en plus facile. Puis tu t'arrêtes 3 semaines et tu reprends. Et quand tu reprends, c'est beaucoup plus dur que la première fois que tu l'as fait. Et à chaque fois que tu arrêtes, le process est encore plus dur. Et pourquoi? Parce que finalement, le processus de vente, c'est une routine, comme le sport. Et c'est pour ça que c'est une routine qui, au sein de l'entreprise, doit le plus vite possible avoir quelqu'un de dédié. Tu peux avoir du product development de façon irrégulière. Tu peux avoir
des moments où tu développes plus ou moins des choses, où tu ajoutes des features. Tu peux avoir une frénésie à un moment de features et puis rien lancer pendant 1 an et demi, puis après tu relances quelque chose, etc. C'est tout à fait acceptable que dans la création, il y ait de l'irrégularité. Mais dans la vente, toute forme d'irrégularité crée une dette commerciale qui est bien pire que la dette technique, qui est bien pire que toutes les autres formes de dette, la dette bancaire ou la dette financière, parce que c'est une dette qui a un impact géométrique sur ton avenir. Parce que chaque moment que tu n'as pas passé à vendre, ou ta fonction vente n'était pas autonome, ça a un impact non seulement sur les ventes qui n'ont pas eu lieu, mais ça a un impact sur le fait qu'il y a eu des coûts qui ne vont pas être couverts. Et en plus, géométriquement, en compound, ça a un impact, en effet multiplicateur, ça a un impact sur le fait qu'à l'avenir, les prochaines ventes seront plus difficiles parce que le temps de les démarrer va être plus long, etc., etc., etc. C'est pour ça que la sales machine, dès qu'on a un product market fit, dès qu'on sait que quelque chose se vend et qu'il n'y a plus besoin du fondateur pour bâtir cette conviction, est-ce que les gens veulent vraiment acheter ou pas, à partir du moment où on a la conviction de product market fit, il faut autonomiser la fonction sales le plus rapidement possible et cette routine doit avoir lieu. Alors, il y a 2 façons de faire. Soit on a les moyens d'embaucher quelqu'un et on embauche quelqu'un de dédié à ça. Et embaucher des gens dédiés aux sales, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire en effet multiplicateur puisque c'est des gens qui sont contributing. Un sales est forcément financièrement contributing. S'il a un ramp-up de 2 ou 3 mois pour être rentable, il existe forcément un moment où il est rentable. Et si un sales n'est pas rentable après une période de temps donnée, il ne le sera jamais rentable en fait. Et il faut le virer. Et c'est quoi ça dépend de la complexité des produits. Mais pour dire quelque chose de simple, plus on vend à des grands groupes, plus le ramp-up est long. Mais je pense c'est quoi le ramp-up? Le ramp-up, c'est le temps avant la première vente. D'accord. Et pour que le process s'engage. Donc si on vend à des grands groupes, c'est 12 mois de cycle de vente. Si on vend à du middle market, c'est 6 mois. Si on vend des SMB, c'est 3 mois de ramp-up, grand max. Ok. Et donc, ce ramp-up, une fois qu'il est atteint, la personne est contributing et donc elle peut financer plus de sales. Et ça a un effet géométrique. 2 sales en finance 4, 4 sales en finance 8, 8 en finance 16, etc., etc. Si on n'a pas les moyens d'embaucher et qu'on a besoin de mettre en place une routine sales, dans ce cas-là, la routine sales, c'est un moment dédié dans la journée où on ne fait que ça et on le fait tous les jours. Donc, soit on autonomise la fonction sales en passant en tant que fondateur une partie de sa journée à vendre et on le fait avec discipline en vendant tous les jours, soit on embauche quelqu'un qui own la chose. Alors, l'erreur en termes de management que tout le monde fait, c'est de vouloir embaucher des VP sales ou des chefs de sales. Alors, les sales, ça a 3 caractéristiques en management qui sont intéressantes. La caractéristique numéro 1, c'est que les bons sales sont relativement autonomes. Il faut vraiment des très très grosses équipes de sales pour qu'un VP sales ait de l'intérêt. En dessous de 10 sales, 5 sales, avoir un type qui manage les gens, regarde leurs objectifs, etc., ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc si tu commences à bâtir ta sales machine et que tu as une personne, Ouais, tu cherches pas un manager, tu cherches un sales. Exactement. Tu cherches un sales, puis 2 sales, puis 3 sales, puis 4 sales. Et éventuellement, il y a un moment, ça va devenir le bordel. Et l'un d'entre eux, naturellement, va devenir le chef des sales. La deuxième chose, c'est que les bons sales ne veulent pas être managers. Si tu es un très 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 bon sales, tu dois pouvoir gagner ta vie et progresser dans l'entreprise sans avoir besoin de devenir manager. Cette évolution du sales au manager est une très mauvaise évolution. Pourquoi? Parce que les qualités qu'il faut pour être un sales d'exception sont en général complètement orthogonales avec les qualités qu'il faut pour être un bon manager. C'est-à-dire? Un bon sales doit être direct, rapide, court-termiste, obsédé par la vente. Un bon manager doit être long terme, développer les gens, être patient, être capable de leur apprendre des choses. Tu es un bon sales, tu n'es pas patient. Je veux dire, si tu es patient avec les clients et que tu es prêt à attendre que les clients aillent à leur rythme, tu es sûr que tu ne feras jamais de vente. Tu n'es pas agressif, tu comprends les gens, tu es empathique, tu leur passes tout. Il y a de fortes chances qu'à la fin, tu n'arrives pas à leur prendre leur pognon.
Et donc, il y a un peu de caricature derrière ce que je dis, mais cette caricature, elle est importante. L'acte de vente, c'est un acte quasi animal. Ça, c'est une chasse, il y a une proie, il y a un moment, il y a un kill. C'est pas pour rien que dans le monde des sales, tous les gens ont des vocabulaires très guerriers, très chasseurs, très animaliers, parce qu'il y a quelque chose qui repose plus sur la conquête agressive du j'ai obtenu quelque chose et j'ai mis de l'énergie là-dedans, que on se développe tranquillement, en harmonie et tout se passe bien. C'est quoi le profil idéal pour ton premier sales du coup? Parce que dans tout le truc de sales, dans tout ce qu'il y a en sales machine, on fait juste une passe sur les jobs en soi parce qu'on n'en parle pas après. Tu as une grosse différence entre les SDR qui vont aller faire de la recherche de nouveaux leads et faire rentrer dans le pipe, donc c'est un autre canal d'acquisition. Tes account managers qui vont prendre en charge le client, le développer, faire en sorte que ça et le closer à la fin. Le customer success derrière pour t'assurer que ton client est content et voir si tu peux lui upsell des choses, etc. Alors, au début, quand tu commences, ton premier sales doit être un closer. Parce que la base de tout, c'est la capacité à closer. Le SDR, au début, tu as plein de leads naturels. Déjà, tu fais ton entourage, les gens que tu connais, ton réseau, machin. Avant d'aller vraiment avoir besoin, avec des SDR, d'aller chercher du cold, etc., tu as suffisamment de naturel pour bootstrapper ta sales structure. Et de toute façon, ça n'est pertinent que à partir du moment où tu as des tickets qui vont dépasser 10K de LTV, parce que sinon, chasser du lead à la main, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Maintenant, le profil type dépend beaucoup de l'industrie dans laquelle on est. Je pense qu'en tant que CEO d'une entreprise, tu dois vraiment te poser la question du point de vue de la séduction. Tu dois te dire, dans ma sociologie de client, qui mes clients rêvent de passer du temps avec. Alors je vais dire un truc vraiment, c'est le genre de truc qu'on ne devrait plus dire en 2020. Je crains le pire. Mais c'est pas pour rien que dans l'industrie du luxe, ils embauchent des meufs super jolies. C'est pas pour rien que dans l'industrie aéronautique, tous les vendeurs d'avions ont l'air de sortir de boîte à Berlin. C'est pas pour rien. Attends, comment ça? C'est des gros party guys, quoi. Ah ouais? Bah oui, parce que les émirs du Qatar, quand ils achètent des avions, ils sont RTT religion. Donc il faut des gens pour les sortir, les entertain, etc. Tu sors, à mon avis, vendeur chez Airbus, il s'est formé au Bergheim, quoi. Il y a un côté avec un doctorat en pharmacie, quoi. Vous regarderez sur Google ce que c'est le Bergheim. Vous n'allez pas trouver beaucoup d'infos. Mais... donc, en fait, cette caricature, il faut l'assumer. Il faut assumer qui sont tes clients. Il faut vraiment se poser la question avec qui mes clients ont envie de passer du temps, qui va être capable de naturellement séduire mes clients, c'est quoi ce qu'on cherche. Parce que c'est vraiment un sujet d'efficacité, c'est pas un sujet dogmatique, ça sert à rien. Vous n'allez pas régler tous les problèmes de la société avec votre boîte. Et à la fin de la journée, sur le sujet de la vente, il faut donner aux clients ce que les clients ont envie pour se sentir en confiance et vendre. Quand tu vends un produit scientifique, tu es content d'avoir des scientifiques. Alors d'ailleurs, ça marche aussi de façon très positive. D'ailleurs, la dernière fois, je réfléchissais à Palantir, qui est une entreprise de la Silicon Valley qui vend des solutions de data et de sécurité. Quand tu regardes les vendeurs chez Palantir, c'est tous des ingénieurs de très haut niveau. Parce que leur client principal, c'est l'armée. Ouais, et leur client principal veut des gens qui sachent de quoi ils parlent. Ils veulent pas des gens qui leur racontent des contes, quoi, et du storytelling. Et en fait, cette capacité que Palantir a eu de dire, habituellement dans les boîtes software, il y a des gens qui comprennent rien à la tech, qui vendent aux clients à coups de parties de golf, et ensuite personne n'arrive à délivrer parce que les mecs sur le cours de golf, ils ont acheté un truc qui n'existe pas et qu'il faut arrêter, et qu'en fait les ingés veulent parler aux ingés parce que chez les acheteurs, les ingénieurs ont pris le pouvoir, et que les ingénieurs ils veulent pas se taper un bouffon qui va au golf, ils jouent même pas au golf. Et bien Palantir, ayant compris ça, a commencé à mettre des ingénieurs en face des ingénieurs. Parce que comme ça, ils se parlent, ils se comprennent. Donc vraiment, la clé, c'est la compatibilité culturelle et la séduction. Pour ta ligne de front. Exactement. Très clair. Donc,
L'objectif de mettre en place ce funnel de sales, c'est d'en trouver les goulots d'étranglement, les bottlenecks. Ouais. Si je t'ennuie, tu me dis. J'ai trop mangé. Il était trop gros ce kebab, putain. Donc trouver les goulots d'étranglement et les élargir. Ouais. Parce que dans ton funnel de sales, entre ton inbound ou tes SDR qui vont chercher des leads, se référer à l'épisode générer des leads, ils rentrent dans ton funnel. Il y a différentes étapes qu'on va détailler maintenant. Et il y a des moments où tu te rends compte que ils passent juste pas l'étape et donc il faut repérer ça et arriver à élargir ça. L'objectif de designer un funnel de vente, c'est que ce soit scalable, prédictible, automatisé, mesuré, optimisé en termes de coûts et qu'on connaisse les leviers où on se dit ok, là c'est comme ça que je peux multiplier par 5 mon nombre de ventes. Exactement. Tout ça, c'est finalement faire Anyone Can Scale juste sur la partie vente de ta boîte, quoi. Ouais, c'est incroyable comme la construction d'une boîte, c'est comme une fractale. C'est à la fin, ce que tu fais d'un point de vue méta, tu dois le refaire dans le produit, tu dois le refaire dans les sales, tu dois le refaire dans tout. Et à chaque fois, c'est juste zoomer dans des tâches de plus en plus importantes et de le faire à l'infini. Parce qu'en fait, si tu réfléchis à la scalabilité des sales, tu peux refaire tout ce process juste sur la scalabilité. Si tu réfléchis à la prédictibilité, tu peux refaire tout ce process juste dans la prédictibilité. Mais maîtriser sa sales machine et être sûr de façon consistante de combien il y a de rendez-vous toutes les semaines qui est fait, etc., c'est quelque chose qui va créer de la sécurité dans le business. Ce que les gens ne comprennent pas sur l'intérêt des sales machines, c'est que les sales machines sont là pour éviter le syndrome du vendeur surpuissant. Je m'explique. Très classiquement, dans les startups qui ne scalent pas, c'est en général parce qu'il y a un goulot d'étranglement. Et ce goulot d'étranglement vient très souvent du fondateur. Le cas très classique, c'est je m'appelle Monsieur Christophe, tiens, je pense à quelqu'un. Je m'appelle Monsieur Christophe. Je suis un vendeur d'exception. À moi tout seul, je fais 80% du chiffre d'affaires de ma boîte et ma boîte fait 600 millions par an de chiffre d'affaires. Et en fait, tout le monde dépend de moi, je suis trop fort. Et puis, je me prends de passion pour les jardins. D'un seul coup, à 40 ans, je me prends de passion pour les jardins. Et donc, je commence à m'occuper de mon jardin. Puis, je vais un peu moins au bureau. Et la boîte perd la moitié de son chiffre d'affaires en moins d'un an. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et je me dis, mais tous ces vendeurs, qu'est-ce qu'ils font en fait? Et pourquoi? Parce qu'en fait, ce mécanisme, il est assez classique dans les boîtes où le fondateur est un super bon vendeur. Quand le fondateur est un super bon vendeur, tu te retrouves dans une situation où tu prends le risque de donner à toute la boîte le confort de se reposer sur ce fondateur. C'est pourquoi l'autonomie des ventes et le fait que ce soit une sales machine, ça rend le truc sécurisé. Si tu prends ton Chanel et que tu dis « j'ai un moyen scalable d'avoir des leads », qui est prédictible. Je sais que tous les lundis, j'ai 400 nouveaux leads. Je sais que sur ces 400 nouveaux leads, il y en a 300 qui vont être automatiquement pingés par email selon des critères qui ont été choisis. Que là-dessus, on va mesurer le taux de retour et qu'on sait qu'il y en a 150 qui sont intéressés. Il y en a 50 qui vont faire un call. Il y en a 20 qui vont demander une démo supplémentaire et il y en a 5 qu'on close. Et si tu sais que toutes les semaines, tu répètes ce process, eh ben, il suffit juste de faire monter tes KPI pour aller chercher de plus en plus de ventes. Et même si tes taux de conversion, etc. baissent, c'est pas grave parce que ce sera juste une affaire d'effort. Et l'erreur que font très souvent les gens en sales, c'est de vouloir optimiser la conversion au lieu d'optimiser le volume. Si tu te dis qu'un client sur 10 achète, tu as plus vite fait de parler à 10 fois plus de clients que de vouloir multiplier par 10 le nombre de clients convaincus. Et ça, c'est une erreur systématique que je vois chez les entrepreneurs. Pourtant, quel que soit leur taux de conversion, il existe un chemin pour aller parler à un maximum de gens. C'est plus simple d'être un bourrin que d'être intelligent. Et passer de 10% à 20% de conversion, ça prend 1 million de fois plus d'efforts. 1 million de fois de plus que de passer de 10 personnes à qui on parle à 100 personnes. Ça, c'est du muscle. Ouais. Toujours dans une entreprise, favoriser le muscle sur la tête. Toujours. Okay. La tête, c'est vraiment dans les cas désespérés de crise.
Les entrepreneurs devraient utiliser leur cerveau que quand ils n'ont pas de choix. Et le moins possible. D'ailleurs, j'ai entendu une interview de Warren Buffett qui m'a fait mourir de rire, où il dit que l'un de ses critères principaux, alors c'est pas très sympa pour les gens dans qui il investit, mais bon, l'un de ses critères principaux d'investissement, c'est que la boîte doit pouvoir être dirigée de préférence par un sandwich au jambon. J'ai jamais entendu ça. Alors le mec il dit quoi? Un quoi? Un sandwich au jambon? C'est quoi un sandwich au jambon? Bah, un mec aussi con qu'un sandwich au jambon. C'est con le sandwich au jambon. C'est du jambon avec du pain et du fromage. Bah, y a rien de plus con. Et ben c'est trop bon le sandwich au jambon. Et ben le ham and cheese sandwich, et ben ça doit diriger mes boîtes. Parce que le ham and cheese sandwich, on n'est jamais à court de ham and cheese sandwich. Je peux remplacer mon sandwich au jambon par n'importe quel autre sandwich au jambon. Et s'il y a besoin d'avoir un plat très compliqué, très unique, très spécial pour diriger cette boîte, eh ben c'est un risque que j'ai pas envie de prendre. Mais ça veut dire que la boîte, elle doit déjà être construite. Oui, bien sûr. Bah, lui, il investit dans des trucs très sages. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pour ça que quand tu es entrepreneur et que tu es en train de construire ta boîte, les victoires, c'est pas de complexifier tes process. Les victoires, c'est de les simplifier. Ok, imaginons que, je vais te le reformuler autrement, comme ça tu vas comprendre. Je m'appelle Charles Thomas et je dirige une boîte qui s'appelle Comet. Ok. Je suis un vendeur d'exception. Charles Thomas est, je pense, l'un des meilleurs vendeurs que j'ai vu de ma vie. Le mec, il rentre dans une pièce, et il met son hoodie, les gens, ils veulent acheter. Il y a des gens qui ont des trucs magnétiques, magiques comme ça, tu sais. Il va à la BNP, il leur dit l'avenir du travail, je sais pas quoi et tout. Et les mecs, ils disent ah, c'est génial. Et c'est génial, c'est objectivement génial. Mais quand lui, il le dit, tout le monde le croit. Disons que Charles Thomas a 30% de taux de conversion. Il fait 10 rendez-vous, il a 3 clients. C'est énorme. Maintenant, disons que le meilleur vendeur dans sa boîte a 10% de taux de conversion. Il fait 10 rendez-vous, il a un client. Quel est le risque? Le risque, c'est de croire, parce que Charles Thomas a ça, de se dire, moi, je vais faire tous les rendez-vous clients. Parce que, de toute façon, je me fais mieux que vous. Ou je vais chercher que des gens qui ont 30% de taux de conversion et ça marche pas. Encore pire. Ou je vais chercher des gens qui ont 30% de conversion et ça marche pas. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'organisation qui repose sur 3 mecs qui ont 10% de conversion, elle est beaucoup plus stable, beaucoup plus prédictible et avec un vrai levier de croissance qui est d'embaucher des nouveaux mecs à 10% de taux de conversion. Que l'organisation qui repose sur le fait qu'il y a 30% de conversion et qu'on ne sait pas où retrouver un deuxième Charles Thomas. Et qu'il est fort probable que si on a un autre, il sera un Charles Thomas et qu'il n'a pas envie de travailler pour qui que ce soit. C'est en ça qu'une sales machine autonome, fiable, scalable, prédictible, automatisée, mesurée, cost optimize et dont on connaît les leviers est super importante. On a identifié 9 étapes qui te permettent de créer une sales machine qui fonctionne, donc on va les donner au fur et à mesure. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on commence par la 4e. Parce qu'il y a le tout début qui est vraiment identifier tes clients, leur parler, etc., qui est très important et sur lequel on reviendra plus tard. Mais donc, on va commencer par l'étape 4, qui est d'aligner toutes les actions de ta boîte, ou en tout cas le maximum d'actions de ta boîte, pour closer plus de deals. Ça veut dire déjà arrêter tous les trucs, genre, je sais pas, je fais une campagne Instagram qui part dans tous les sens et qui sert à nourrir mon ego. Je fais des campagnes de PR qui servent à faire plaisir à ma famille. Ça n'a pas un impact direct sur générer des leads ou les faire avancer dans le funnel ou closer plus de deals. Donc, il faut arriver à se séparer de tous les trucs qui servent à rien et à réaligner tous les trucs qui servent et à les mettre dans une seule direction qui est de closer plus de deals. Il y a une première règle, du coup, qui est ça. Pourquoi ça a du sens et à quel moment on peut trouver des exceptions à cette règle? Alors la règle, c'est si ça ne génère pas de lead, on ne contribue pas à closer, ça n'a pas sa place dans un sales machine. Alors moi, j'ai une façon d'expliquer ça aux entrepreneurs de famille. J'aime bien leur dire, il faut tracer une ligne, il faut faire la différence entre l'utile et l'agréable. L'agréable, c'est tes vacances, l'utile, c'est tout le reste. Et c'est hyper important dans les sales de ne passer surtout aucun temps sur l'agréable. L'agréable ne sert à rien dans les sales. La seule chose qui sert, c'est tout ce qui est utile. Donc, c'est hyper important de tout mesurer pour pouvoir décider là-dessus. Et c'est là où la mesure dans les sales est super importante. Ça ne génère pas de lead, ça ne contribue pas à closer. Moi, récemment, j'avais le problème à The Family dans l'équipe d'investissement où
on passe beaucoup de temps à parler à des investisseurs qui sont super smart. Et on adore passer du temps avec eux. Ils sont trop forts. Ils ont des théories sur le monde, machin. Ils ne mettent pas d'argent dans notre putain de SPV. Ben moi, je leur ai dit, c'est génial les gars, c'est super. Mais machin, il a mis 0 en 2 ans. Donc, plus personne lui envoie un email. Ça sert à quoi? Ouais, mais il est trop fort. Bah, de toute évidence, il est trop fort pour nous. S'il est tellement fort et qu'il n'investit jamais dans nos deals, c'est qu'il doit penser que nos deals, c'est de la merde. À quoi ça sert de développer une relation avec lui, à part pour notre ego? Alors les gens se disent, oui, mais peut-être qu'un jour il fera. Mais non, quelqu'un qui n'a pas fait un deal en 2 ans, ne va pas en faire un en 4 ans, ne va pas en faire un en 8 ans, et puis il n'a qu'à lire nos emails de façon passive, et puis s'il veut faire un deal, il n'aura qu'à nous contacter. Et c'est hyper important d'avoir ce genre de discipline. Or, c'est facile de tomber dans l'agréable. On m'a raconté une histoire récemment, c'est dans les boutiques de luxe, comment on forme les acheteurs à se concentrer sur les clients qui peuvent acheter le plus et pas sur les clients les plus sympas. Parce que si tu es dans une boutique de luxe, le chiffre d'affaires à la fin de la journée peut être exponentiellement impacté par une vente. Parce qu'entre un client qui dépense 1 000 € et un client qui dépense 150 000 €, le leverage, il est infini. Et dans une boutique de luxe, c'est nos limites quand quelqu'un commence à dépenser. Donc, quand tu es un vendeur, ça peut être désagréable de passer du temps avec quelqu'un qui dépense beaucoup si ce n'est pas la personne la plus agréable du monde. Alors, évidemment, quand l'utile et l'agréable se rencontrent, bah là, il n'y a pas de débat. Mais la question, c'est comment faire pour ne pas négliger ce qui est désagréable, mais utile. C'est cette discipline-là qui est importante. Et c'est pour ça, ça ne génère pas de lead, ça ne contribue pas à closer, ça n'intéresse personne dans la sales machine. C'est vraiment une règle à vérifier. Et c'est en ça qu'un manager sales peut être utile. C'est là où le management, quand il y a beaucoup de sales, peut être utile pour éviter que les gens perdent leur temps. Il y a une deuxième règle quand tu bâtis une sales machine qui est que si le coût par lead est trop élevé, donc les leads que tu fais rentrer dans le haut de ton funnel, si le coût par lead est trop élevé, ça n'a pas sa place dans la sales machine non plus, avec 2 exceptions. Si les leads ont un plus haut taux de conversion, donc s'ils sont de meilleure qualité à l'entrée, ou s'ils ont un panier moyen plus élevé, comme tu viens de le dire. Exactement. Et donc le coût dans ce cas-là n'est pas trop élevé en fait. Et du coup, voilà, exactement. Non, mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas évaluer le coût en absolu, mais en relatif. Et il faut regarder quel est le retour sur investissement du coût de ces leads. Alors, ça, c'est une blague beaucoup plus courante qu'on imagine et qui vient de la façon dont on mesure la vanité de son business. Je vois énormément de startups qui adorent se concentrer sur une seule métrique, ce qui n'est pas en soi une mauvaise pratique, et qui donc oublient en chemin d'optimiser les autres métriques. Donc le cas hyper classique, c'est tu dis à une startup, il faut doubler les ventes tous les 6 mois, et alors ils y vont. Et puis après tu regardes les chiffres, tu dis mais les gars, vous avez dépensé 4 pour gagner 1. C'est un peu bizarre votre truc. Et alors souvent je fais la blague, je dis bah, imagine tu es un vendeur de Maserati, et tu veux être le meilleur vendeur de Maserati du monde. Quelle est la façon la plus simple de le faire? Bah, tu les vends le prix d'une Clio. Mais évidemment que si tu vends le prix d'une Clio, tout le monde te l'achète ta Maserati. C'est-à-dire que même le mec qui n'a pas d'argent pour acheter une Clio, il se dit je vais l'acheter, je vais la revendre la Maserati. À mi-chemin. Mais c'est plus évident dans ce cas-là que quand tu as tout un funnel entre les deux. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'évidemment ça peut se cacher dans un funnel qui n'est pas mesuré et qui n'est pas construit correctement. Donc, hyper important de toujours garder en vue la profitabilité économique. Et c'est là où c'est hyper important de distinguer 2 choses. La profitabilité d'une entreprise et la profitabilité de la sales machine. La sales machine doit être massivement profitable. Une sales machine qui n'est pas massivement profitable et qui ne contribue pas à la prospérité de l'entreprise, ça n'existe pas. Ça ne doit pas exister. C'est quasiment ta seule source de revenus. C'est ta seule source de revenus. Donc tout le reste, c'est des centres de coûts. Exactement. Donc si ça, c'est pas profitable, il n'y a rien qui est profitable. Et c'est fine si les ingénieurs coûtent tellement cher qu'il faut une sales machine plus grosse et que ce n'est pas encore prêt. Et c'est là où les gens confondent toujours profitabilité des unit economics
la profitabilité de l'entreprise. Ce qui est grave, c'est pas la profitabilité de l'entreprise. Ce qui est grave, c'est la profitabilité des unit economics. Deuxième étape, quand tu veux bâtir ton funnel de sales et ta sales machine, c'est d'arriver à lier clairement les étapes du flow entre elles. Donc là, on a un exemple qui est, tu commences par du SEO, donc c'est de l'inbound, ça te génère des leads, il passe par une landing page. Il y a un essai gratuit qui est une première entame pour bâtir de la confiance avec ton client, puis des chaînes d'email, puis des sales qui commencent à faire de l'account management, puis on close. Ce qui m'intéresse moi dans cette slide-là, c'est les flèches. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de gens qui ont un process de sales plus ou moins structuré, mais qui n'ont pas les flèches. Et en fait, il faut arriver à avoir des call to action très très clairs. C'est là que les outils du scale rentrent en jeu. C'est qu'en fait, quand tu es sur Internet, c'est beaucoup plus simple d'avoir des liens et des call to action clairs. Mais il faut arriver à faire ce truc-là. C'est quoi les meilleures pratiques que tu as vues en termes de création de flow de vente, desquelles tu peux nous parler? Ouais. Alors déjà, c'est très marrant la façon dont tu dis les flèches. Parce qu'effectivement, ces flèches représentent le chemin par lequel les gens passent et la facilité de cette friction. Énormément d'actions sont perdues, tout simplement parce que des choses bêtes n'ont pas été faites. Alors, je prends un exemple tout bête. Tiens, je vais en prendre un marrant, The Family, comme on n'a jamais fait attention. À The Family, on n'a jamais dit aux gens à la fin des vidéos, inscrivez-vous sur la newsletter. Pourtant, la newsletter, c'est notre canal de distribution des news de notre communauté. On a des millions de vues sur YouTube, 100% des vidéos devraient finir par « Et les gars, inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenus au courant des choses. » Ouais, nous aussi. Tu vois, et en fait, c'est une action toute conne. Et les gars, abonnez-vous à la chaîne et inscrivez-vous à la newsletter. Facile. Alors après, pour The Family, contrairement à toi, on s'en bat un peu les couilles. Par contre, toi, il faut que tu le fasses. Mais donc, oui. Et donc, en fait, c'est classique dans les boîtes d'avoir ce genre de truc. Par exemple, la dernière fois, je regardais la landing d'une de nos startups qui vend un produit hardware. Et ils avaient fait des pages SEO pour amener les gens sur des sujets annexes. Et aucune de ces pages SEO avait un call to action pour acheter le produit immédiatement. Ça renvoyait vers le site. Pourquoi renvoyer vers le site? Le mec vient de lire un article, il est peut-être déjà convaincu. Pourquoi ne pas se donner la chance? Ça devrait être lis ça ou va sur le site. Mais va sur le site, ça doit être un truc de second ordre. Donc non seulement c'est les flèches, mais c'est aussi dans quel chemin tu passes par rapport à ça. Par exemple, pourquoi closer? Pourquoi les gens prennent les funnels au sens littéral? Si ça se trouve, tu peux closer les gens directement dans ta campagne email. Tu n'as pas besoin de passer par une landing, tu n'as pas besoin de passer par un truc. Donc ça demande vraiment une réflexion de OK, comment je vends le plus immédiatement possible et comment j'essaie d'avoir un truc. Alors, la page la plus incroyable que je trouve, moi, du monde, c'est la page Apple. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un screen, il y a un bouton pour acheter. Il n'est jamais au même endroit, il n'est jamais de la même façon, mais à chaque fois, tu peux craquer et acheter, craquer et acheter. Et tout Apple n'est obsédé que par un truc. Tu rentres dans un Apple Store, tu peux acheter à la table. Tu n'as pas besoin d'aller à la caisse, tu n'as pas besoin d'un truc. Ces mecs ont vraiment voulu penser. Et d'ailleurs, si on dessinait ce slide un peu différemment, c'est en fait, tu aurais une flèche comme ça, puis tu aurais des flèches dans tous les autres sens qui connecteraient. Ouais, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un truc qui se bâtit a posteriori. Ouais. Genre, tu le fais parce que tu testes au plus court, tu te rends compte qu'il y a besoin d'étapes intermédiaires. Ouais. Typiquement, tu fais un essai gratuit pour pas que tes sales passent 4 heures au téléphone à convaincre la personne de toutes les features dont elle a besoin. Exactement. À la place, tu lui montres. Exactement. Donc, il ne faut pas mettre trop d'étapes, il faut juste les rajouter au fur et à mesure. Exactement. Pour être sûr de pouvoir les optimiser, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'Apple fait ça très très bien. Mais d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais au tout début, qui était il y a une fondamentale différence entre faire du product development et faire de la sales. C'est qu'en fait, c'est ce que disait Steve Jobs, quoi. Il y a une vraie différence entre savoir faire des bons produits et savoir faire un business. Ouais. Et il disait, chez nous, on fait les deux. Mais en même temps, ouais. Et on fait les bons produits pour nous. Et on fait les bons produits pour nous et on fait le business pour les autres. Ouais.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première étape essentielle, c'est d'arriver à créer un flow a posteriori, après avoir regardé en relation avec ses clients, etc., pour bâtir un vrai chemin, un vrai parcours. Dans ce parcours, il y a toujours 4 étapes cruciales, peu importe la forme que tu lui donnes, justement, peu importe s'il y a des landing pages, s'il y a des marketing automation, etc. C'est d'abord l'awareness, je n'ai pas réussi à traduire en français. Donc c'est la prise de conscience, ouais. La prise de conscience, c'est beaucoup plus long. Je suis aware. Donc c'est la prise de conscience que tu existes, donc c'est la génération de leads en général en inbound. Ensuite, il y a la considération. Ah ok, je comprends que je peux acheter ce produit. Puis il y a la phase d'achat qui est ok, je considère vraiment, j'achète quoi. Et puis le closing qui est je signe ou je mets ma carte bleue ou peu importe. Ça, c'est vraiment les 4 étapes qu'on doit retrouver dans tous les funnels, peu importe la forme que tu lui donnes. Donc sur la première étape, il y a donc générer de l'awareness. L'awareness, c'est on entend parler de toi. Et en général, quand on parle de scale, dans Anyone Can Scale, on va passer par de la tech pour pouvoir cultiver tout ça et en faire quelque chose d'intéressant. Donc d'abord, c'est on entend parler de toi. Ensuite, tu passes sur le site web et tu trouves un moyen de générer un lead. Donc ça, c'est l'épisode générer des leads. Et donc, il y a plein de manières de faire ça, en inbound comme en outbound. On fait un point sur la différence entre les deux. Ouais. L'inbound, c'est tout ce qui fait que les gens viennent à toi et sont autonomes. C'est le SEO, c'est le fait qu'un influenceur parle de toi, c'est les stratégies de contenu, c'est les blogs, etc. L'outbound, c'est tout ce que tu fais pour aller chercher proactivement des gens. Cold calling, qui est la façon de faire de l'outbound la plus manuelle. Scraper des emails et faire des mailings. Cold mailing, ça c'est déjà un peu plus scalable. Du LinkedIn. Faire du LinkedIn. Aller chercher des pubs ciblées et mettre en place des stratégies de pubs extrêmement précises pour pouvoir parler à des gens, faire une conf, des événements, tout ça c'est de l'outbound. L'inbound, c'est la chose la plus naturelle et la plus confortable qu'on puisse faire. Tout le monde adore l'inbound. C'est finalement un peu un truc de civilisation. L'inbound, c'est la façon la plus polie d'être entrepreneur. Tu ne te mets jamais personne à dos avec de l'inbound, puisque ne trouve l'inbound que les gens qui la cherchent. Donc on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas être dérangé. On est forcément un client sympa, parce qu'on vient le chercher. Tu vois. Personne ne tape une requête sur Google en disant « cherche truc », trouve le truc en question et se plaint en disant « bah ça va, j'avais rien demandé ». Ça n'existe pas. Et donc, quand on est entrepreneur, on a tendance assez naturellement à être obsédé par l'inbound et à vouloir développer plein de stratégies d'inbound. Les entrepreneurs, en moyenne, dans les startups, surinvestissent dans l'inbound. Sauf que le potentiel inbound d'une entreprise est toujours inférieur à son potentiel outbound. Pourquoi ? Parce que le potentiel inbound d'une entreprise ne dépend que de ce que les gens qui sont déjà convaincus veulent. Alors que l'outbound, ça permet de conquérir des nouveaux marchés. Maintenant, un outbound qui n'a pas un bon inbound, c'est un outbound qui n'a aucun effet multiplicateur. Pourquoi ? Parce qu'un client qui a été cherché, convaincu, converti, s'il a du bon contenu inbound qu'il peut partager et créer un effet de réseau, c'est là où il y a une machine entre inbound et outbound qui prend forme. C'est pour ça qu'il faut toujours penser l'inbound et l'outbound comme un couple stratégique et essayer de garder un équilibre dans ses efforts entre les deux. Trop d'inbound, c'est ce que tout le monde a envie de faire, c'est sympa, mais ça ne va pas aussi vite que si on avait de l'outbound. Que de l'outbound et aucun inbound, c'est catastrophique parce qu'on est limité par son travail et sa seule force d'action, c'est son effort. Mais les deux en couple harmonieux, et c'est là où on peut avoir des vraies croissances et du vrai scale. Et quand tu regardes des sites internet qu'on n'imagine pas, prenons par exemple Facebook. Facebook a eu des stratégies d'outbound hors du commun. Ils payaient des gens dans des équipes pour développer des features pour que des gens dans certains pays aient envie d'utiliser Facebook pour la première fois. Et une fois que ces gens-là étaient convertis dans des petits groupes, ça avait des effets multiplicateurs parce que le reste de Facebook était par nature en NFX, en effet de réseau.
Mais ils ont été chercher à la main des milliers de poches. La dernière fois, on m'a donné le chiffre, je crois que c'est 358 000 expériences de growth qui ont été menées chez Facebook. C'est délirant. C'est un truc, c'est des centaines et des centaines et des centaines de personnes qui ont été chercher des centaines et des centaines et des centaines et des centaines de niches. Sauf que derrière, il y avait une inbound machine hors du commun. Un réseau social, viral, sur lequel les gens invitent leurs amis, neutre, blablabla. Mais ils l'ont rempli avec des milliers de petites cases. Et c'est souvent ce que malheureusement les entrepreneurs oublient. En plus, l'outbound, ce qui est formidable avec l'outbound, c'est que c'est l'effort. On peut pas, je veux dire, si tu te dis je vais sortir un article par semaine, si tu prends nous par exemple, The Family, alors déjà sortir un article par semaine, il faut y aller parce qu'il faut savoir le faire. Puis tu regardes nous, l'article qui a été le plus lu de notre histoire a sans doute été plus lu que tous les autres articles réunis. Et est-ce que j'aurais cru que cet article serait un article aussi lu? Absolument pas. Par exemple, l'article de Mathias sur les zombies startup, quand il l'a écrit, il ne s'est pas dit que c'était un article qui allait être plus lu que les autres. Et c'est un article qui a fait des centaines de milliers de vues. Donc c'est de la chance beaucoup. Ouais, l'inbound. C'est de la répétition. Exactement. Et au bout d'un moment, c'est comme de la production de contenu, quoi. Exactement. L'inbound, c'est vraiment la chance. Alors que l'outbound, c'est mesurable. Donc tu as vraiment deux facettes, une qui est chassée et une qui est farmée. Exactement. Et comment tu fais pour réunir les deux et t'assurer que ça fait un cercle vertueux? Il faut réussir à atteindre un certain équilibre. Je pense que vraiment 50-50 en effort, budget, etc. Pour chaque effort réussi en inbound, essayer de trouver son miroir en outbound. Très clair. Donc, tout ça, ça te permet de générer du lead, de générer de l'awareness et de générer donc des leads froids. Ouais. C'est des leads dont on ne connaît rien, en fait. On estime qu'ils sont potentiellement dans la cible parce qu'on a essayé de taper un peu juste, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment dans la cible, s'ils ont vraiment les besoins. Donc ça nous amène à la deuxième étape du funnel, qui est de qualifier les leads. Pour les qualifier, en général, ce qui se passe, c'est qu'on les nourrit. Donc on leur donne du contenu, on leur donne des essais gratuits, on leur donne des newsletters. C'est le moment de Tamagotchi. Exactement, c'est vraiment c'est nurture, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Et ensuite, on les qualifie. Donc là, c'est une série de questions pour avoir donc un lead qui est passé de froid à qualifié. Pour ça, il faut arriver à comprendre quels critères ça implique d'avoir un lead qualifié. Parce que c'est pas juste il a 18-35 ans. C'est des critères plus complexes où on va rentrer dedans après. Il faut ajuster ça avec les sales pour voir quel retour ils ont de est-ce que les leads sont assez qualifiés ou pas. Pour pas tomber dans le vieux travers de j'ai appelé 3 clients et en fait ils comprennent rien, ils sont pas du tout dans la cible. Au marketing ils font n'importe quoi. Donc il faut arriver à faire ça. Et il y a un petit framework que j'avais repéré qui s'appelle le framework BANT, B-A-N-T, qui dit qu'en fait, pour qualifier un lead, il te faut 4 infos principales qui sont son budget, son autorité, quelle est sa place dans la hiérarchie, est-ce qu'il peut prendre des décisions, ses besoins et le timing. C'est pas mal comme framework, je ne sais pas, mais c'est exactement ça. Exactement ça. Alors, la qualification des leads, c'est aux sales ce que les ingrédients sont à la cuisine. Un bon cuisinier peut faire de la bonne cuisine, quels que soient les ingrédients. Maintenant, l'excellence en cuisine passe par l'excellence des ingrédients. C'est la même chose. Donc, la qualité des leads et la qualification des leads et le travail de qualification des leads, ça correspond à un chef qui va faire son marché. Ça correspond à est-ce que je suis capable d'aller chercher des beaux produits et donc je sais que ça va exploser mon taux de conversion et mes sales vont avoir moins de difficultés. Et est-ce que je sais aller qualifier dans une masse de gens les gens à qui parler en priorité ou pas? Puisque derrière la qualification des leads, il y a évidemment sous-entendu l'optimisation des leads. L'optimisation des leads, c'est la méthode qui permet d'améliorer la vitesse de closing, donc les chiffres, donc la croissance d'une entreprise. Budget, autorité, besoin, timing. Budget, toujours parler à des gens qui ont les moyens d'acheter ce que vous vendez. Alors ça a l'air con quand je le dis comme ça, mais dans le top 3 des erreurs de sales que je vois le plus souvent,
c'est cette capacité incroyable que les gens ont à ne pas admettre l'inégalité de moyens de leurs clients. Par exemple, j'étais dans un rendez-vous hier. Quelqu'un me parlait d'une boutique d'investissement. Et rien que l'idée de trier ses cibles par montant investissable, ça la rendait malade. En disant, bah oui, mais bon, si tu as moins d'argent, tu ne dois pas être moins bien traité. Oui, enfin, ton business model est un pourcentage du montant investi. On n'est pas une non-profit, on n'est pas là pour sauver la planète. Évidemment qu'on ne peut pas traiter de la même façon quelqu'un qui a plus d'argent que quelqu'un qui en a moins. C'est juste pas possible. Et en fait, avoir conscience de ça, c'est hyper important pour pouvoir faire un travail de qualification important. Le premier critère de qualification est forcément l'argent. Mais cet argent, il est modulé par l'autorité. Si j'ai beaucoup d'argent, mais que je dois demander l'autorisation à papa avant d'investir, tu ne m'intéresses pas comme client. Je préfère que tu en aies moins, mais que tu sois libre de le faire. Et évidemment que ça, l'autorité, c'est un truc sur lequel tout le monde ment. Personne n'a envie de dire qu'il n'est pas décisionnaire. Et c'est là où les sales doivent avoir un talent d'être capables de faire la différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Il ne faut jamais fonder son attitude par rapport à ce que les gens déclarent. Il faut toujours fonder son attitude par rapport à ce qu'on observe. Quelqu'un qui a de l'autorité pour acheter n'a pas besoin de se justifier, n'a pas besoin de prendre des décisions vite, n'a pas besoin de beaucoup de documents. Tout ça, c'est des indices pour se rendre compte que la personne a du mal à trouver. En termes d'autorité, c'est marrant parce qu'il y a un exemple, ce que tu dis, demander l'autorisation à papa. Il y a un exemple qui est littéralement ça dans l'éducation, qui est si tu veux vendre, pas comme Iconoclaste, de l'école, en fait tu targetes les parents, parce que c'est eux qui prennent la décision dans certains cas, pas dans d'autres. Ça s'applique aussi à plein de types de business. Les jouets pour enfants. Les jouets, ouais, exactement. Comment tu gères le décalage qu'il va y avoir entre la personne qui utilise ton produit et la personne auquel tu le vends? Alors, tous les business dont les consommateurs ne sont pas les clients sont des business de merde. C'est terrible. Non, mais je dis de merde. Ça, c'est comme 1000 € de Facebook Ads pour commencer, quoi. Ouais, c'est hyper radical. Non, mais c'est des business. Mais je ne connais personne qui est dans cette situation et qui ne souffre pas le martyre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les seuls business dans lesquels le consommateur n'est pas le client sont toujours des business de vocation. Parce que la seule chose qui justifie de supporter des merdes pareilles, c'est d'être dans un truc messianique. Iconoclaste, l'éducation, les jouets pour enfants, les dessins animés, je sais pas quoi. Parce que c'est juste trop dur en fait. Et quand on voit ça dans le milieu adulte, où le consommateur n'est pas le client, 100% de ces boîtes-là meurent. 100%. Mais pourquoi? Parce que c'est juste trop dur de cibler deux targets. Le cas très classique, c'est tous les gens qui vendent un software que le CTO veut utiliser, mais c'est le CEO qui doit prendre la décision parce que c'est stratégique. Et bien alors ça, je peux te dire, mon pote, tu es dans cette situation-là, mais tu n'as plus de business. Parce qu'en fait, jamais le CEO il va comprendre. Les efforts que tu mets à faire comprendre au CEO sont des efforts que tu mets à perdre ton CTO. Et c'est comme, tu sais, les trucs où quand tu remplis d'un côté, ça se vide de l'autre. Quand tu vides d'un côté, ça se remplit de l'autre. Et en fait, tu es complètement perdu entre un grand écart. Donc, comment faire un business comme GitHub, par exemple? Alors, GitHub, c'est le coup de génie de GitHub, c'est que GitHub, c'est les devs qui peuvent se le payer. Aucun CEO est contre le fait qu'un dev se paye GitHub. C'est un pricing qui est tout à fait acceptable. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'il y a les comptes gratuits et que quand tu passes en compte payant, le coût par utilisateur est tellement négligeable. Même si tu finis avec des très grosses factures GitHub quand tu es une grosse boîte, parce qu'il y a beaucoup de gens, individuellement, comparé au salaire d'un développeur, c'est rien du tout. Un développeur que tu payes 5 000 balles par mois, si tu dois payer 15 balles pour que le code qu'il produit soit en ligne, tu vas pas te dire « Ah mon Dieu, je le paye 5 000, 15 balles ». Et ça, c'est un très très bon exemple de ne surtout pas avoir besoin. Les gens qui faisaient des trucs comme GitHub avant, ils allaient voir les achats ou les CEO et ils leur disaient « Voilà, j'ai une solution pour tout le code que tout le monde doit utiliser ». Non, GitHub, par design,
une équipe autonome peut l'utiliser et puis ça peut grandir par viralité au sein de l'entreprise. C'est les fameuses stratégies de sales qui s'appellent land and expand. Tu atterris et ensuite tu t'étends. Mais vraiment, quand ton client n'est pas ton consommateur et si ton client n'a pas l'autorité pour décider, il y a de grandes chances que tu sois forcé de changer de business. C'est très, très, très rare que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on dit du coup aux gens qui nous regardent sur Anyone Can Scale maintenant et qui ont cette problématique-là? Vous êtes dans la merde. Vous êtes vraiment, vraiment dans la merde. C'est les business les plus durs. Et si vous êtes dans ce cas-là, il faut trouver des astuces comme GitHub. Alors, il y a 3 méthodes très simples. La méthode numéro 1, c'est le freemium et la dépendance. Alors ça, c'est une super technique. C'est tout simplement que comme celui qui décide ne peut pas comprendre tant que ce n'est pas utilisé, il faut donner à celui qui consomme la possibilité de consommer et d'être dépendant pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de convaincre celui qui décide. Donc c'est un jeu de retournement politique, de judo. Il faut que le type soit un truc. Alors, l'exemple que j'adore dans ce cas-là, c'est OpenTable aux US qui offrait gratuitement son service de réservation. Donc là, le consommateur, c'est le type. Il faisait quoi? Donc OpenTable, c'est un système qui permet dans les restos de choisir, de placer les gens dans le resto et de gérer les réservations et les annulations. Et tu peux réserver ton resto en ligne en 3 secondes. Donc il y a un truc côté resto, back-end, gestion de la salle, du placement, etc. Et il y a un truc front-end, est-ce que je réserve un resto ou pas? Alors cas typique, tous les serveurs le veulent, aucun patron veut payer, ça coûtait une fortune. Je crois que ça coûtait 1000 ou 1500 $ par mois. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils installaient le truc, ils attendaient juste que le niveau de résa atteignait 80 ou 95% géré par OpenTable. Et puis après, ils venaient voir le mec, ils disaient, bah voilà, on le retire. Non, vous n'allez pas le retirer, quoi. C'est juste pas possible, en fait. La deuxième technique, quand on est dans ce cas-là, c'est de réussir à faire utiliser le décideur. C'est quand on transforme le client en consommateur. Donc le cas classique pour ça, c'est les enfants qui ont un jouet qui amuse autant les parents qu'eux. Donc le client devient consommateur, donc il a envie d'acheter, même si ce n'est pas lui qui l'utilise. Alors on a une boîte qui faisait de l'optimisation Amazon Web Services, qui est un cas typique, où le client, c'est le CEO, parce que ça coûte cher, il faut dépenser de l'argent et après ça rapporte, et le consommateur, c'est le CTO. Et bien là où ils ont une idée géniale, c'est de transformer le CEO aussi en consommateur avec des beaux dashboards qu'il peut regarder, avec des graphiques dynamiques qu'il peut montrer à ses potes. Ça a l'air con, mais le jour où ils ont fait une interfaçage graphique avec des beaux trucs, des transitions et des effets 3D, bah, tout le monde avait envie d'acheter ça parce qu'ils avaient l'impression enfin d'avoir un truc en commun avec leur CTO. Et de rassembler ces deux-là, ça devenait un argument de vente. Mais quand vraiment on est complètement séparés, qu'il y en a un qui décide et un qui utilise, bah, la nature humaine fait que ça ne marche pas. Très clair. Et la dernière étape? Closer les leads, les deals. Les leads, les Ouais, deals. c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, le closing, c'est la phase la plus délicate. C'est comme l'atterrissage d'un avion, c'est extrêmement délicat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le moment où les gens réfléchissent, c'est le moment où les gens peuvent avoir des regrets, c'est le moment où les gens peuvent changer d'avis. Et puis, le passage à l'action, il n'est jamais très simple. C'est pour ça que c'est un moment où il faut, dans sa sales machine, absolument avoir la maîtrise du timing. Pour bien closer un lead, il faut accepter l'idée que si ça ne close pas tout de suite, ça ne closera jamais. La meilleure façon d'augmenter son taux de closing, c'est de se contraindre à essayer de closer de plus en plus vite. C'est contre-intuitif parce qu'au début, en essayant de closer plus vite, on rate des deals où on a toujours la fear of missing out, on a toujours la peur qu'on est en train de rater le truc, peut-être que si on lui donne 2 jours de plus, etc. Alors, c'est très contre-intuitif, mais en fait, le fait de se donner la discipline, de limiter au maximum le temps de closing et que dès que ça ne close pas, de passer au client d'après, c'est parce que c'est plus simple d'avoir un taux de conversion plus faible sur plus de gens qu'avoir un gros taux de conversation sur peu de gens. Et c'est encore moins risqué d'avoir un faible taux de conversion sur beaucoup de gens. En plus, il y a un effet de nécromancie. Les morts adorent revenir. Quelqu'un qu'on a voulu closer et qui n'a pas été closé,
S'il revient dans le pipe par un inbound, un truc, etc., la deuxième fois, le process de closing est plus rapide. D'où l'importance essentielle de la discipline de se donner un temps de closing hyper fixe. Alors, comment on décide ce temps? C'est très simple. Moi, on me pose souvent la question de, par exemple, nous, dans notre business, pour closer les investisseurs. Et ben moi, je regarde combien de temps mettent les investisseurs qui closent le plus rapidement chez moi. Donc, j'ai un groupe de 10 investisseurs qui, en moyenne, prennent 7 jours à décider. Bon, 7 jours, c'est mon timing. Si eux peuvent décider en 7 jours, tout le monde doit décider en 7 jours. Et je préfère trouver plus de clients comme eux plutôt que me faire chier à essayer de convaincre les autres en plus de temps. Et tout le temps que je libère à ne pas parler à des gens qui de toute façon ne vont pas closer, et même s'ils ont une petite chance de closer, c'est du temps que je peux consacrer à trouver des gens comme ça. Tout l'enjeu dans ta sales machine pour la fin du funnel, c'est juste le timing? C'est juste le timing. Parce qu'une fois qu'ils sont là, au courant de ce que tu fais, ouais, qu'ils ont été qualifiés avec les besoins, etc. Discipline, timing. Ils ont les éléments, tout est bien calibré, ils doivent mettre leur carte, ils la mettent tout de suite ou ils dégagent. On a notre funnel, on a notre sales machine. Maintenant, je fais un petit point sur les outils. Au final, on a repéré qu'il y avait 3 grandes étapes, parce qu'à la fin, c'est le closing. Donc voilà, 3 grandes étapes. La première, c'est comment tu génères de l'awareness. Ça se fait avec donc de l'inbound marketing ou de l'outbound marketing. La deuxième, c'est tout ce qui est qualification, etc. Et là, c'est de la marketing automation. Donc, c'est utiliser des outils comme Intercom, HubSpot fait ça très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pipedrive te permet d'envoyer des mails automatiquement pour faire avancer dans le funnel, etc. Inbound marketing, on connaît, c'est tous les trucs. Et ensuite, à la fin, sur ta partie closing et timing, là, tu as un CRM. De nouveau, Pipedrive fait ça très bien. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, un des meilleurs outils du marché, c'est HubSpot, parce que ça fait tout en même temps. Ça te permet de tout lier. C'est une usine à gaz, ça met du temps à implémenter. Et groupe d'apprentissage. Pour avoir vu plusieurs boîtes l'implémenter, faut prendre conscience qu'installer HubSpot, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et qu'au final, il y a moyen que bricoler avec d'autres outils, ce soit plus pertinent. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. C'est comment tu fais pour trouver des strats d'inbound marketing ou d'outbound marketing qu'on n'a pas mis sur la slide pour générer ton awareness. Ensuite, comment tu fais pour automatiser au max parce que c'est des actions qui vont être standards et donc que tu peux scaler. Et derrière, comment tu fais pour bien suivre tes clients, t'assurer qu'ils ont cette discipline, ce timing. Et là, on va vous filer une palette d'outils sur Slack. Il suffit de demander. Alors, ce funnel, il est mesurable. Cette sales machine, elle est mesurable. Ça, c'est hyper important. C'est la base du scale. Tu ne scales pas sans mesurer des trucs. Je vois encore beaucoup trop de gens dans la communauté Anyone Can Scale qui me disent je ne sais pas quel est mon taux de conversion entre ma landing page et mes leads. Si vous n'avez pas la discipline de le faire sur une landing page, vous n'aurez jamais la discipline de le faire sur une sales machine. Là, j'ai récapitulé les différentes métriques qui étaient importantes sur une sales machine, donc qui sont la conversion globale en premier, combien entre le nombre de leads qui rentrent dans mon funnel par source de lead et le nombre de ventes, combien j'ai. Et ensuite, tu as toutes les étapes entre les deux, donc les performances de tes campagnes qu'il faut mesurer individuellement. Nesrine derrière la caméra, elle me pousse tout le temps à mettre des UTM sur mes campagnes. Regardez l'épisode, je sais plus, c'est l'épisode 4 de la saison 2 de Coup d'État Entreprendre, où je parle de métriques et de comment on mesure et de comment on sert des UTM. Cette vidéo, elle est ultra pertinente et elle le sera, j'espère, encore longtemps. Donc, performance des campagnes pour comprendre d'où viennent les leads et si les actions que vous avez mises en place, elles sont effectives ou pas du tout. Est-ce que c'est du vrai ou du faux travail? Ensuite, le trafic que ça ramène, parce qu'entre la performance des campagnes en nombre de likes et en nombre de clics et par rapport au trafic général, c'est deux choses différentes. Et puis ensuite, par exemple, les trials, donc combien il y a de gens qui ont pris des versions d'essai ou en tout cas qui sont rentrés dans votre machine de marketing automation et de nurture justement pour qualifier les leads, puis le nombre de deals closés et évidemment tous les pourcentages de conversion entre les deux. Si vous suivez tout ça et que vous avez vraiment toutes vos métriques, normalement, vous pouvez enfin optimiser et vous passer d'un truc où vous naviguez un peu à l'aveugle à un truc où vous êtes solide et où c'est une machine et pas juste des idées qui se mixent entre elles. Exactement. Donc, une fois que tu as ta sales machine qui est bâtie, une fois que tu as tes trois grosses étapes avec le closing à la fin, que c'est mesuré,
quand tu mesures, ça se révèle à toi, tu as tes points de blocage dont on parlait au tout début de la vidéo qui se révèlent, quoi. Ouais. À quoi ça ressemble un point de blocage? Alors, les points de blocage, c'est quand à un endroit dans ta sales machine, ça ne va pas aussi vite que ça devrait aller. Grosso modo, ça s'exprime d'abord en relatif, puisqu'il y a les points de blocage de j'ai plus de leads que je n'ai de conversion, ou je pourrais convertir plus si j'avais plus de leads, j'ai pas assez d'inbound, j'ai pas assez d'outbound. Ça se exprime souvent en relatif. Et il y a aussi un point de blocage en absolu où on sent que la frustration des gens qui s'occupent d'une étape n'arrive pas à passer cette étape de façon prédictive. Il y a trop de variations. Il y a des semaines on vend, il y a des semaines on ne vend pas. Il y a des campagnes, elles cartonnent, il y a des campagnes, elles ne cartonnent pas. Et on n'a jamais la moindre idée de ce qui va marcher ou pas. Ça, souvent, ça prouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore compris sur le business, qu'on n'a pas encore compris sur le segment. C'est souvent des problèmes de segmentation. C'est souvent des problèmes de compréhension de qui sont nos clients. On pense que nos clients, c'est ça. Et puis, en fait, on parle à tous les gens comme ça. Puis, personne n'achète. Mais en fait, toi, tu n'étais pas ce qu'on pensait que tu étais, mais tu étais quelque chose d'autre. Et parce que tu es quelqu'un d'autre, on n'a pas vraiment compris à quel segment tu appartenais. Et donc, on a dépensé beaucoup d'argent. Alors, l'erreur, moi, la plus grosse que j'ai fait dans ma vie comme ça, on a fait une petite campagne un jour sur un petit groupe de nanas sur coup d'état à l'époque où tu n'étais pas chez nous, où on vendait un coup d'état en ligne à 299. Et on a eu une conversion, mais c'était délirant sur LinkedIn. Genre, c'était un truc du genre, tu avais 20 nanas qui travaillaient dans le conseil, vivaient à Paris, je sais pas quoi, et qui, sur les 20, il y en a 19 qui ont acheté. Et moi, j'étais en flamme. Et j'étais voir My Little Paris et j'ai acheté une campagne. Et je me suis dit, parce qu'elles sont toutes là. Et on a fait autant de ventes que sur ces 20-là. Hop, la flamme. Et je me souviens d'avoir transféré à l'époque sur AWS le serveur en me disant ça va exploser et tout. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que j'avais été victime d'un hasard complet. C'est qu'en fait, j'étais juste tombé sur les 19 meufs qui voulaient acheter par hasard. Ouais, c'était juste un. Et en fait, quand j'ai recommencé cette campagne LinkedIn, j'avais aucune conversion. Et des fois, en fait, les effets comme ça de hasard sont hyper gênants. Le hasard adore les groupes. Il faut faire très attention à ça. Si tu prends tous les tirages de loto de 1950 à nos jours, tu as je ne sais plus combien de pourcents des tirages, je crois 70% des tirages, qui ont 3 numéros dans la même dizaine. C'est impressionnant en fait. Ouais, c'est ça que tu reconnais du hasard. Ouais. C'est à ça que tu reconnais C'est très marrant, il y a cette expérience que tu fais où tu demandes à quelqu'un d'être dans une pièce, de jeter un dé à l'infini, donc c'est du vrai hasard, de noter la liste de nombres et à côté de faire une liste de nombres aléatoires dans sa tête et tu rentres et tu vois direct parce qu'en fait, celle avec le dé, il y a toujours des chiffres qui se suivent et c'est le même chiffre plusieurs fois. Exactement. Et en fait, genre c'est à ça que tu reconnais du vrai hasard. Et d'ailleurs, une autre expérience, tu prends une feuille de papier et tu demandes à quelqu'un de mettre des points au hasard. Et après, tu prends un robot et tu lui dis mets des points au hasard. Et le robot, il met tous les points au même endroit. Ouais. Alors que l'humain, il en met un là, un là, un là, un là, un là. Ouais, parce qu'on a une compréhension du hasard qui est très mauvaise et le seul moyen de contrer ça, c'est d'avoir de la masse. Exactement. C'est de pouvoir regarder à l'échelle. Donc la bonne question à se poser. Voilà, c'est comment multiplier mes sales par 5. Alors, c'est une question de mindset hyper importante. Ne jamais, sous aucun prétexte, être content de sa performance. Jamais. Si tu vends… des fois c'est bien quand même. Non mais ça te fait plaisir, mais c'est pas utile. Il faut vraiment être un acharné là-dessus. Il faut toujours se dire comment je peux faire 2 fois plus, comment je peux faire 2 fois plus, comment je peux faire 5 fois plus. Il faut toujours aller chercher avec le muscle la performance, même si ça a l'air complètement impossible. Même si tu as l'air de vendre tellement, tu te dis mais comment je pourrais vendre plus? Eh bien, tu essayes quand même. Tu fais quand même des démarches pour te demander. Parce que tu n'es jamais à l'abri qu'en fait, tu sous-estimes le succès que tu puisses avoir. Mais ce qui est trop intéressant dans cette question de qu'est-ce qui m'empêche de multiplier mes sales par 5, c'est déjà le mot « m'empêche ». Ouais. Genre, c'est vraiment, il y a un blocage. C'est comme la chiropractie. Ouais.
Et tu sais, c'est ce qu'on dit dans Anyone Can Scale, c'est arrêter de le voir comme des plafonds de verre, commencer à le voir comme des plateaux. Ouais. Cette question, la deuxième chose qui est importante dedans, c'est multiplier par 5, parce qu'en fait, ça te permet de prioriser très efficacement. Exactement. Genre, au lieu d'augmenter ta conversion de 10 à 20%, comme tu disais, sur 5 clients, bah, si tu vois très vite en fait laquelle est prioritaire. Et la bonne question à se poser, c'est comment je fais des grosses avancées, quoi. Exactement. Ces points de blocage, j'ai essayé de donner un peu une sorte de méthode pour comprendre d'où ils viennent. Ils se manifestent toujours de la même manière. C'est que tu veux que tes leads fassent quelque chose. Par exemple, tu veux qu'ils passent de ils sont dans ma base à ils ont fait leur version d'essai. Mais ils ne sont pas motivés pour le faire. Ouais. Ça se reconnaît à quoi? Ça se reconnaît à il faut que j'en parle, c'est trop cher, je suis pas sûr, je suis pas intéressé. Toutes les questions qui sont des excuses et où toi tu es au téléphone et tu sais. Et il faut repérer ces points-là. Ils ne sont pas motivés pour faire ce que tu veux. Autrement dit, tu as designé ton funnel d'une certaine manière sans prendre en compte son point de vue. Parce que si la personne ne fait pas ce que tu veux qu'elle fasse, ce n'est pas de sa faute. C'est de la tienne en tant qu'entrepreneur, en tant que bâtisseur de ta sales machine. Et donc, il faut arriver à vraiment faire preuve d'empathie par rapport aux gens et apprendre à les connaître. Comment tu fais ça? Alors, il faut faire plusieurs choses et surtout éviter, il y a des choses à surtout pas faire. D'abord, la première chose, c'est d'être trop obsédé par les gens qui te parlent. Ça, c'est une erreur classique, on la fait tous. Les gens qui viennent te parler sont rarement les clients les plus symptomatiques. Les feedbacks utilisateurs, c'est un processus actif, ce n'est pas un processus passif. Souvent, les gens qui donnent du feedback sont souvent les gens les moins intéressants. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas mieux à faire dans leur vie. Les gens intéressants, ils ont toujours mieux à faire que de t'expliquer comment mieux faire ta boîte. Donc, il faut être hyper actif en observation, pas forcément en écoute. Et il faut être capable de se mettre à la place de ses clients. Il faut être capable d'être son meilleur client. Et pour ça, il faut aussi être capable de ne pas se juger par rapport, de ne pas être trop gentil avec soi, mais pas être trop dur non plus. Et savoir vraiment où on a besoin d'améliorer les choses et où on ne peut pas les améliorer. Et c'est comme ça, il faut faire avec et on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Le fameux point de vue du lead, il n'a d'intérêt que s'il achète. Il n'a d'intérêt que s'il peut acheter. Il n'a d'intérêt que s'il fait partie des gens qui ont déjà acheté. Il n'a d'intérêt que s'il fait partie des gens qui vont acheter. Et d'être capable de savoir ça, de faire cette distinction entre les gens qui achètent et les gens qui n'achètent pas, les gens qui parlent, les gens qui ne parlent pas, et d'être capable de se concentrer et d'aller au plus près de ce qui compte en tant que client, c'est là où un entrepreneur mérite son equity. Parce qu'il fait la distinction entre le bruit et le signal. Et d'être capable d'aller chercher le signal au cœur de la machine et d'être capable d'en faire quelque chose, c'est ta mission en tant qu'entrepreneur. D'ailleurs, quand tu penses à la scalabilité, la plupart des business qui scale, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont découvert un secret fondamental sur le cœur des gens. On utilise tous Facebook parce que Facebook est un pourvoyeur de péchés capitaux. On utilise tous Instagram ou TikTok, où on va tous utiliser TikTok très bientôt, parce que c'est des pourvoyeurs incroyables de péchés capitaux. Et c'est des gens en fait qui nous fournissent quelque chose qui parle directement à notre âme. Si on utilise tous Slack, c'est parce que Slack a compris par ses mécanismes de jeu, etc., est venu à mettre dans notre travail des moments de grâce et de poésie dont on avait besoin. Et cet insight qu'on a besoin de la poésie dans son travail parce qu'on s'emmerde, qu'on a besoin de pouvoir chatter avec ses collègues quand on veut sans être vu par le patron, tous ces mauvais aspects de Slack expliquent autant le succès de Slack que les aspects positifs de Slack qui mettent en avant collaboration, etc. Parce qu'en fait, Slack, c'est un endroit où on peut autant glander qu'être productif. Et c'est parce qu'on peut glander sur Slack que Slack, c'est plébiscité par les salariés. Et donc, j'en parlais dans mon interview avec toi, c'est vraiment cette capacité à comprendre les gens pour ce qu'ils sont et surtout pas pour ce qu'ils aiment imaginer être. Et ça demande un œil plein de vices. Ouais, ça a du sens et c'est intéressant parce que du coup, prendre en compte le point de vue de ton lead pour élargir ses bottlenecks, élargir ses goulots d'étranglement, c'est arriver à la fois maintenir un discours
qui est aligné avec la personne qu'ils aimeraient être et leur proposer des choses sans vraiment leur dire, aligné avec la personne qu'ils sont vraiment. Exactement. C'est cet Mais équilibre. c'est un équilibre à trouver entre les deux. Ouais. C'est récemment, je m'en suis rendu compte chez Wild and Moon, qui est un truc de jus bio, Ok. healthy, machin, Où tu passes beaucoup de temps. où je passe beaucoup de temps, évidemment. Et donc, j'étais avec ma meuf, en train d'acheter un jus, et je regardais le stand, et j'ai vu ma meuf acheter un jus bio, je sais pas quoi, kale, jus de salade, en prenant une boule chocolat noix de coco, qui doit être une putain de bombe calorique, à côté d'un shot beauty carotte et je sais plus quelle connerie. Et je me suis rendu compte en fait que derrière cette façade bio machin, c'était rempli de produits hyper comfort food. Mais ils sont mis là, genre c'est normal. Genre bah oui, tu bouffes un jus de salade, à côté de ça tu prends une boule de chocolat au lait, noix de coco, avec du caramel fondu à l'intérieur quoi. Et c'est vachement bien présenté au bon endroit. Ils ont fait la culpabilisation et la déculpabilisation en même temps. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, ces mecs sont des génies. Ouais. Ces mecs ont tout compris. Ils ont tout compris sur la nature humaine. Mais il ne faut jamais oublier que dans le business, il n'y a pas de place pour l'idéalisme. Dans le business, il n'y a de la place que pour le pragmatisme. Et le pragmatisme, c'est se rendre compte que les gens ne le sont pas. Ben non. Et personne ne l'est. Genre, Non. c'est la nature humaine profonde d'être ambivalent et Exactement. de vouloir deux choses. Donc, mets-toi à la place de tes users, cherche leur motivation, leur frustration, J'ai même envie de leur te dire, comportement. deviens tes users. C'est tu encore dois être- mieux. tu Mais dois ça être- suffit pas. Non, ça suffit pas. Mais tu dois être ton meilleur user. Ouais. Avec toute la naïveté possible. Ouais, ouais. Sans aucun savoir-faire. Mais à partir du moment où tu as ça et où tu commences à discuter avec les gens et à savoir trier quels sont les bons feedbacks de quels sont les mauvais feedbacks, normalement, tu as tous les outils pour élargir tes bottlenecks et faire en sorte que ta sales machine avance le mieux possible. Donnons quelques conseils sur les feedbacks. Vas-y. 1. Ne jamais écouter le feedback de quelqu'un qu'on n'admire pas. Ça doit être le critère de base. Ça sert à rien de... Si on méprise quelqu'un, ça sert à rien de l'écouter. 2. Ne jamais se baser sur ce que les gens disent, mais toujours sur ce que les gens font. Et apprendre à observer plutôt qu'à écouter. L'observation est un skills beaucoup plus important que l'écoute. Et 3. Le feedback doit toujours servir à nourrir sa vision. Et le feedback doit servir à être une lutte. Il est possible de lutter contre ses utilisateurs et de trouver le bon moyen de convaincre les gens de faire quelque chose alors qu'ils n'en avaient pas envie, parce que c'est la bonne chose à faire. Et que quand les gens déclarent en cœur tous quelque chose, des fois c'est juste qu'on n'a pas compris quel était le vrai truc qu'ils cherchaient et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à s'avouer à eux-mêmes. On résume tout ça? Vas-y. Donc, il y a 9 étapes pour créer une sales machine qui cartonne. C'est un long épisode, mais il faut le regarder 10 fois parce que c'est vraiment la base. La première, c'est identifier tes clients, donc arriver à les catégoriser et à savoir où les trouver pour ensuite passer à l'étape 2. Comprendre les clients, aller au plus profond d'eux, savoir les connaître intimement, devenir un vrai Sherlock Holmes de son marché. En 3, il faut leur donner envie. Leur donner envie, c'est d'abord leur donner des choses gratuitement, la plupart du temps. Ça peut être de ton temps, mais ça peut être des newsletters, ça peut être ce que tu veux. Il faut être créatif par rapport à ça. 4, il faut aligner toute l'organisation avec les besoins et faire comprendre à tout le monde quel est le tunnel. Une fois que le tunnel est créé, il faut lier ces étapes correctement. Par exemple, en demandant sur YouTube de s'abonner à une newsletter, avoir des call to action clairs et dire aux gens, OK, voilà la prochaine étape que tu vas prendre et regarde, c'est facile. J'espère que vous êtes abonné à la newsletter de Family. Et de coup d'état. Une fois que c'est lié, on automatise. Automatiser. Tout ce qu'on peut réduire comme travail, c'est du temps qu'on peut gagner à vendre plus. Il faut absolument ne pas laisser les gens perdre leur temps à faire des choses qu'une machine peut faire mieux qu'eux. Tu reprends l'épisode sur l'automatisation du chapitre 1. Ensuite, tu mesures. C'est
je sais même pas pourquoi c'est pas 1. Tu Il faut mesures. faire un peu de choses avant de mesurer. Ouais, c'est ça. Mais tu mesures les résultats de ton funnel Tout parce que c'est mesurer. vraiment la seule manière de pouvoir passer à l'étape 8. Et automatiser sa mesure pour ne pas faire de la mesure de complaisance. Quand on fait la mesure à la main, on a tendance à ne mesurer que ce qui va bien, alors que quand on reçoit les choses dans la gueule en 1, parce que c'est automatisé, on a tendance à le prendre plus objectivement. Ensuite, une fois qu'on a mesuré, Analyser. on analyse. Exactement. L'analyse, c'est le moment le plus dangereux, parce que si on analyse à côté de la plaque, on peut prendre de très mauvaises décisions. Une bonne façon de savoir si on prend des bonnes décisions ou pas, c'est voir la qualité de ces analyses sur le court terme plutôt que le long terme. Éviter de prendre des décisions dont l'impact est trop loin. Essayer d'avoir les cycles les plus courts possibles pour voir si nos analyses sont réelles ou pas. Et une fois qu'on a analysé, qu'on a émis des hypothèses et qu'on veut regarder comment élargir les bottlenecks et faire en sorte que son funnel soit plus performant, on améliore, Exactement. on implémente, on exécute Exactement. et on recommence. Sales. Allez au boulot.